chômage, puisque je suis un faux polyglotte, parce qu'un vrai polyglotte, c'est quelqu'un qui connaît le vocabulaire, un peu de grammaire quand même, ça fait pas de mal. Mais bon, j'aime assez d'oreilles pour avoir enregistré dans, dans cette langue béarnais compris, Oui. je vous en prie. Et donc, je me suis baladé à travers le monde, mais c'est vrai qu'il y a eu de nombreuses traversées du désert. Il y a eu des vagues nouvelles qui On sont va en arrivées. parler ça tranquillement, mais Et toutes n'étaient pas médiocres. Il y a eu des gens qui ont... Me succédant, parmi les gens qui ont 15 à 20 ans de moins que moi, il y a des pointures. Il y a Souchon, Maxime Le Forestier, Julien Clerc. Il y a plein de gens, Cabrel, il y a plein de gens qui ont beaucoup de talent. Mais bon, il fallait se battre pour rester un petit peu la tête au soleil. mais justement, cette Olympia, ça a été une occasion de revenir pour vos 50 sur ans de Paris, carrière. oui. Oui, sur Paris. Paris. Et surtout, l'Olympia, vous avez des bons souvenirs et vous le racontez dans ce livre. Notamment un soir, le rire de Salvador vous a beaucoup aidé, Marcel Amont. Ah, mais ça, c'était avant. Mais je sais, c'était dans l'Olympia précédent. C'était à l'issue d'une traversée du désert. Il y en a eu beaucoup. Hein. Ouais. Encore une fois, j'ai trouvé moyen de continuer à vivre de mon métier en chantant de par le monde. Mais là, oui, je crois beaucoup, c'est dans ce chapitre que j'en parle, il ne faudrait pas tomber dans la sorcellerie, même quand elle est bienfaisante. Mais je crois beaucoup, ça sera peut-être prouvé un jour scientifiquement, je crois que quand on est sur scène, sous les projecteurs, tout seul, face à une salle, on peut recevoir des ondes positives ou négatives. Maurice Chevalier l'a dit bien avant moi, on se sent dopé quand il y a une salle qui vous veut du bien et qui vous le témoigne par les applaudissements et par son attitude. Ou le rire d'Henri Salvador. Et donc, je suis en scène, je meurs de peur, puisqu'on vient de le dire, c'était à la suite d'une éclipse, comme il y en a eu quelques-unes de temps en temps. Je suis sur scène, et régulièrement, je vais vers la droite, et je m'éloigne de la gauche, de la partie gauche. Les projecteurs dans la figure, je vois pas la salle, qui est plongée dans l'obscurité. Et à un moment donné, je fais une connerie, je sais plus laquelle, et j'entends Henri Salvador, dont des ondes bénéfiques venaient du côté où j'allais, c'était Henri. Quand la lumière, à un moment donné, s'est rallumée pour que la salle reprenne en cœur, j'ai vu que sur la gauche, effectivement, il y avait un mec avec qui j'ai eu des mailles à partir. Il était là, ostensiblement les bras croisés, il faisait la gueule, vomir. Et donc, oui, cette histoire d'Henri Salvador m'a quand même frappé. Pourquoi ? Alors que je ne voyais pas la salle, j'allais toujours de ce côté-là. C'est curieux quand même. Alors, est-ce que justement, quand Mathias Miramont, quand vous êtes dans la salle et que vous voyez votre père en scène, est-ce que c'est le même ou est-ce que ces ondes, elles passent finalement ? Ah, bien sûr. Déjà, enfant, c'est très impressionnant parce qu'on voit quelqu'un à la maison qui est un être humain, comme beaucoup d'artistes, je pense, très anxieux, angoissé. Oui. Tout ça. Et c'est vrai qu'il y a un côté super-héros quand même quand on est enfant. On voit quelqu'un surgir de scène. C'est plus vraiment votre père. En même temps, ça reste. Disons que quand je vois mon père sur scène, c'est que je suis inquiet. Oui. C'est qu'il est pas bien. Et quand il est flamboyant et tout, c'est vrai qu'il m'appartient plus. C'est autre chose. Je deviens spectateur comme s'il n'était pas mon père. Et ce qu'il raconte sur les ondes est complètement vrai. C'est-à-dire, en vieillissant, parfois, il est fatigué. Avant d'entrer en scène, nous, on le voit à la maison. On se dit comment il va faire. Et il y a quelque chose qui semble se reconnecter en lui, comme une reconfiguration quand il monte sur scène. La gestuelle redevient ample, aisée. C'est très impressionnant. Oui, on disait ça de Maurice Chevalier, qui était un vieux monsieur avant d'entrer en scène. Lorsqu'il est entré en scène, il avait 20 ans. Mais de Johnny aussi récemment, j'ai entendu, qui était pratiquement mourant dans les coulisses. Ouais. Et qui... Oui, ça tu me l'as appris. Il paraît, tu m'as raconté que dans la tournée des vieilles la tournée des vieilles canailles, il était pas agonisant, mais il était vraiment très, très, très diminué. Il entrait en scène, il était rebranché sur 100 000 volts. Quoi. Et vous, comment justement, vous ressentez ce genre de choses? Vous êtes en scène et ça se passe tout de suite formidablement, Marcel? Oui, mais ça peut être l'inverse aussi. J'ai eu une soirée à Bobino où j'ai pris le bide, parce que bon, là, on va pas de nouveau entrer dans les détails et donner des explications, qui sont d'ailleurs peut-être pas les bonnes. Mais enfin bon, moi, ce que j'ai ressenti une salle en partie hostile, pour des tas de raisons dans le détail desquelles nous n'entrerons pas. J'ai senti que les gens n'étaient pas avec moi, et parce qu'ils plébiscitaient quelqu'un qui passait en première partie, et je me suis ramassé, quoi, parce que mon radar a recueilli des ondes
Alors, est-ce que c'est un cinéma qu'on se fait? Je sais pas. Non, il y a quand même quelque chose. Mais vous n'avez pas connu Mathias, un bobino exceptionnel, avec un récital de 135 minutes, qui était, mais tous les soirs, archi complet, qui a duré des semaines et des semaines, Marcel Amont. En 162, je crois. Ouais. Ça a été. Moi, quand j'étais encore à Bordeaux, j'avais été terriblement impressionné, admiratif au possible d'Yves Montand, et je m'étais dit à l'époque, puisque je pensais que vraiment je pourrais essayer de faire une carrière d'artiste, je m'étais dit, si un jour je deviens chanteur professionnel, c'est ça que je veux faire. Pas chanter les feuilles mortes, si, pourquoi pas, mais faire Luna Park, Battling Joe, La Demoiselle sur la balançoire. Si un jour j'arrivais en 3 minutes à raconter une histoire comme ça, c'est ça que je veux faire. Et vous l'avez fait beaucoup plus tard avec une chanson qui s'appelle Popopodi. Dis, faut arrêter de s'attendrir, lèche comme on ne pourrait revenir. On lui avait appris dans sa petite école que ses ancêtres blonds s'appelaient les Gaulois. Ça, cette chanson, je crois que vous l'avez écrite sous un pseudonyme, Marcel Amont, au départ. Mais parce qu'à l'époque... Attends, est-ce que je peux m'interrompre là, Oui. monsieur ? Parce que je t'ai porté mon disque, t'as pas le dernier disque, avec Aznavour et tout ça. On en parlera tout à On a l'heure. le temps. On Et a non, le mais temps. je l'ai, si tu Oui, veux. mais je l'ai. Ah, tu l'as. Ouais. Non, on va reprendre la phrase là. C'est important. Et oui, parce que je me suis dit, quand je vois que tu passes Popopodi Oui. et t'as bien le droit, Oui. je me suis dit, est-ce qu'il a reçu le dernier Oui, disque ? oui, je l'ai. Ah, Alors, je vais reprendre la phrase. excuse-moi. hein. Pas de souci. Popopodis, donc c'est une chanson au départ qui a été écrite sous un pseudonyme, Marcel Amont. Ben, c'est-à-dire que c'était pas la mode encore des auteurs, compositeurs, interprètes. Il y avait eu Charles Trenet, évidemment, qui avait fait une carrière triomphale d'auteur-compositeur, ou bien, bon, d'autres. Mais c'était... Montand n'a jamais écrit une chanson. Édith Piaf, paraît-il, a écrit La vie en rose. Elle a écrit une centaine de chansons, Piaf. Oui, mais sans les signer. Ouais. Parce qu'on ne voulait pas se faire de tort auprès des auteurs et des compositeurs qui vivaient de leurs droits d'auteur. J'ai coécrit des chansons avec Claude Nougaro que je n'ai pas signées. Qu'est-ce que je serais fier aujourd'hui de me voir dans les déclarations à ses côtés, mais peu importe. Et à l'époque, j'avais signé cette chanson sous un pseudonyme, justement pour pas qu'on sache que je prétendais aussi écrire, même si je le faisais. Vous voyez comme la mentalité a changé. Autant il est devenu tout à fait dans l'actualité d'être auteur-interprète, comme tous ceux que j'ai cités tout à l'heure, et qui sont des gens immensément talentueux. Mais voilà, Enrico Macias m'avait fait une musique, mais voilà, je signais, je me rappelle plus, Jean-Pierre... Non, PM Carrère. Voilà, c'était le nom de ma grand-mère. Ma grand-mère s'appelait Pécarère. Voilà, c'est curieux d'ailleurs. Je crois que Maria El Potolet aussi, tu signais Pécarère. Voilà, je signais Pécarère, justement pour ne pas faire d'ombrage aux auteurs-compositeurs qui vivaient de leur plume. Alors c'était aussi le temps des yéyés où beaucoup de chanteurs français ont été balayés et ont dû chanter à l'étranger. Aujourd'hui, on en reparle de cette époque. Ça vous attire, Mathias Miramont, le temps des yéyés, cette liberté qui existait? Alors moi, les survivants des yéyés m'intéressent beaucoup. Les yéyés en soi ne me procurent... Ne touche pas aucune votre sorte génération. Ma génération, peut-être, moi non. Oui. Mais qu'est-ce qui, dans ceux qui sont survivants, comme Eddie Mitchell Ah oui, ceux qui ont survécu, évidemment. Mitchell, Hallyday, c'est des carrières extraordinaires. Françoise Hardy. C'est des gens qui ont su se réinventer tout le temps. Mais s'ils avaient fait que du yéyé, comme les premiers grands représentants du yéyé, je veux pas être méprisant du tout, mais Franck Alamo, tout ça, ça me parle pas du tout. Voilà. Mais en même temps, Marcel Amont, vous avez souffert, entre guillemets, du temps des yéyés. C'est-à-dire que vous faites partie de ceux pour qui la chanson française n'était plus qu'un mauvais souvenir. Ah, mais on en a pris plein la gueule, ça c'est certain. Regardez un type comme Claude François, qui avait beaucoup de talent, mais Claude François avait 10 ans de plus, il le dissimulait, parce on pouvait avoir 20 ans, mais pas 30. Déjà, on était vieux à 30 ans. Oui. Et j'exagère à peine. Non, il y a eu, comme dans les grands mouvements, qui soient artistiques ou autres, ou politiques, il y a des modes, il y a eu un raz-de-marée mondial. Attendez, Mathias vient de le dire, mais tout n'était pas négligeable. D'ailleurs, il y en a pas mal qui ont survécu. Mais combien ont disparu? Ils n'avaient pas grand-chose à dire. Et vous n'avez pas disparu parce que vous êtes allé chanter à l'étranger, Voilà. notamment en Russie. Vous avez fait un tabac total, Marcel Amont. Ben, c'était encore l'URSS. Ces gens, ils l'ont montré par la suite.
ces gens étaient quand même un petit peu muselés, et de voir des choses, des gens qui arrivaient de l'ouest de l'Europe et qui se croyaient pas obligés de refaire le monde en chanson, qui chantaient des choses légères, amusantes. Oui, je dois dire, c'est l'une des fois à Leningrad, ça s'appelait encore Leningrad, où je suis revenu en robe de chambre et démaquillé, saluer les gens qui continuaient debout à m'applaudir. Mais à travers moi, c'était surtout quelque chose qui représentait, bon, allez, la liberté. Allez, osons les grands mots. Alors, la liberté, effectivement, il y a un poète aussi que vous affectionnez, et je pense que Mathias Miramont le connaît aussi, c'est Georges Brassens, et un jour, il vous a fait un cadeau, le chapeau de Mireille. Il me coucha sur elle en échange aussitôt, je mis une voile de plus à mon petit bateau. Quand j'ai perdu Mireille, que j'ai penché le cœur affligé, des larmes sans pareilles, quel est le bon vent qui les a séchées. Alors d'abord on reconnaît Brassens, et Mathias, je vous vois fredonner cette chanson. C'est vrai que Brassens aujourd'hui, pour vous comme pour votre génération, il est culte, on l'apprend dans les écoles. Bien sûr. Brassens, c'est énorme. Et en plus, c'est l'un des rares chanteurs français, auteurs français qui se lit. On n'est pas obligé de l'écouter seulement, on peut aussi le lire. Hein. Vous l'aviez compris, et vous avez eu le privilège de faire partie des amis de Brassens, Marcel Amont. C'est-à-dire, on passait ensemble sur les Champs-Élysées dans un cabaret où le souci principal du patron n'était pas la chanson, c'était de remplir sa salle. Ce qu'on peut très bien comprendre. Et Brassens, qui était sorti de son trou de l'impasse Florimond, qui venait cachetonner à son corps défendant, il aimait pas beaucoup ça. Il était un petit peu comme le taureau quand on ouvre, ébloui par le soleil qui débouche dans l'arène. Il était pas à son aise. Bon. Et on avait, en attendant son tour, chacun, puisqu'on passait 2 fois dans la soirée, dans la nuit, on avait sympathisé. Il avait découvert que le danseur sur corde que j'étais et le poète qu'il était pouvaient très bien échanger des choses. On est devenus amis à ce moment-là. C'était donc, j'imagine, en 53. Oui, il passait à la Villa d'Est, et quand il y avait des spectateurs qui ne s'intéressaient pas à ce qu'il faisait, il prenait ceux qui s'intéressaient et il allait aux toilettes finir le récital. C'est pas tout à fait comme ça, mais ce qui est vrai, le patron, ça avait été chaque fois tremblé, et c'était un cabaret où le patron quand même était heureux quand il voyait les bouteilles de champagne défiler, oui. Et souvent les entraîneuses qui avaient un petit peu forcé sur les bouteilles de champagne. C'était de cette façon-là qu'elles gagnaient leur vie. De temps en temps, il y avait des éclats de rire au milieu d'une chanson. Ou bien alors des gens qui boudaient, des gens mal élevés, ça arrivait aussi. Alors, il allait pas aux toilettes finir la chanson, il foutait le camp. Et le patron derrière, Georges, il voyait Sarcette qui se débinait, le patron. Et bon, c'est dans ces moments-là, un petit peu, parfois, certains soirs, c'était le triomphe, hein, surtout pour Georges, je dois dire. Mais il y avait des soirs où c'était pénible. Bon. Et encore une fois, lui, il aurait souhaité écrire pour les autres, mais il fallait aller au charbon, parce que qui était capable de chanter le gorille et tout ça, sinon lui-même. Alors, on est devenus amis et on l'est resté. Il venait chez moi, il adorait, il adorait ma mère et. J'ai plein d'anecdotes là-dessus, mais oui. On pourra en faire une émission spéciale un jour. Là, on va parler d'autre chose dans quelques instants. On va parler de ce livre à 4 mains, à travers la date du 15 mai 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Marcel Amont et Mathias Miramont. Les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Marcel Amont. Il n'est pas venu tout seul. Il est venu avec son fils Mathias Miramont, puisque sort chez Flammarion le 15 mai, est sorti le 15 mai, un livre, Les coulisses de ma vie. Et c'est un livre à 4 mains. Pourquoi ce livre à 4 mains, Marcel Amont ? La maison Flammarion est venue à moi, puisque je suis revenu un peu dans l'actualité, un peu plus présent dans l'actualité, puisque j'ai fait ce spectacle à l'Alhambra qui s'appelle Marcel raconte et chante Amont. Avec la soirée de vos 90 ans. Je fais aussi avec Planète une émission sur les minorités. Moi, je représenterai les vieux. Je n'ai pas peur de dire les vieux. Je ne me crois pas obligé de dire les seniors ou les papis. Bon, les vieux. Et bon, ils sont venus à moi, ils m'ont dit, écoutez, on a lu vos bouquins, les bouquins où vous racontez un petit peu votre existence, mais nous aimerions que vous, au travers de
ce parcours un peu mouvementé, étant donné le milieu dont vous êtes issu. Ça serait intéressant que vous en tiriez l'expérience, que vous nous disiez un peu ce que ça représente pour les, pas seulement pour vous, mais pour les gens. Ah, les gens. Et je me disais, alors au bout de quelques jours, je leur ai dit, écoutez, il faudrait un regard extérieur et un regard bienveillant, quelqu'un qui soit au courant quand même de très près de ce qui s'est passé. Je souhaiterais que ce soit un jeune, et si possible, mon fils qui connaît bien ma carrière, qui a un parcours universitaire enviable et qui a donc un avis pertinent sur ce qu'a été ma carrière et quels enseignements on peut en tirer. Oui, faisons pas le faux modeste, on peut en tirer quelques conclusions. Alors justement, voilà. Mathias Miramon, comment vous êtes retrouvé dans cette aventure? Est-ce que vous avez dit oui tout de suite? Est-ce que vous avez... évidemment. Bien Qu'est-ce qui sûr. vous intéressait dans cette aventure? Mais ce qui m'intéressait déjà, c'est que je trouve souvent que les hommes publics sont un peu enfermés par les intervieweurs, à part quand on vient chez vous, évidemment, où finalement, ils se retrouvent à répéter un peu les mêmes choses parce que les questions sont les mêmes pendant des années. Finalement, ils ont un peu des réponses types, tout ça. Et eux-mêmes, au bout d'un moment, je crois, ne cherchent plus vraiment à prendre du recul sur leur carrière et tout. Ils sont tout le temps emmenés vers les mêmes endroits. Et moi, je trouvais quand même passionnant d'essayer de permettre par ce livre de faire comprendre que vraiment papa n'est pas juste un fantaisiste, un divertisseur, quelqu'un qui a toujours le sourire et tout, qui a une vraie profondeur chez lui. Et comment vous avez des choses à travaillé? transmettre. Comment vous avez travaillé tous les deux, alors Marcel Amont et Mathias Miramon? Mais l'écriture est quand même un travail on n'était pas côte à côte, soliste. hein, Mathias. Oui. ouais, on écrit seul quand même. Hein. C'était mieux. Voilà. Il a pris mes bouquins, il les connaît par cœur, les bouquins précédents, je raconte ma vie. Et il m'a, dès qu'il a travaillé un peu, il m'a envoyé des chapitres en disant, j'aimerais que tu t'expliques là-dessus. Il est venu avec un magnétophone, il m'a cuisiné, il m'a tiré les verres du nez, et tour à tour, nous échangions les réflexions. Alors, au début, ça faisait 500 pages, et puis 250, et puis un peu moins. Puis quand on a vu qu'il y avait des axes quand même qui se dessinaient, dont on pouvait retirer quelque chose, une fois qu'on s'est mis d'accord à peu près sur un plan, là, chacun écrivait à l'intérieur de ce plan. Et puis après, évidemment, c'est un jeu de ping-pong. Chacun rajoutait sa touche sur l'autre. Et finalement, à la fin, je trouve que quand on écrivait, il se rapprochait plus de mes qualités. Ils sont peut-être plus analytiques, plus rationnels. Et moi, je m'approchais vers lui qui est plus dans la narration. Voilà. Plus un conteur. Vous évoquez aussi la vie telle qu'elle est. C'est-à-dire que vous avez appris des choses sur votre père Énormément. aussi. C'est-à-dire, Mathias Miramon. Énormément. Il y a même des choses sur lesquelles je me rends compte que peut-être, en tant que père, je l'ai jugé trop durement, justement parce que je le comprenais pas assez. Et j'ai compris à travers ce livre beaucoup de choses sur lui. Il y avait beaucoup de choses qui, pour lui, n'étaient pas de l'ordre du choix, mais qui étaient de l'ordre du vital. Et donc, évidemment, quand on est dans l'entourage, parfois, si on ne le comprend pas aussi bien que ça, on ne le juge pas bien. C'est le cas de beaucoup de parents où le père et le fils ne se comprennent pas toujours, Marcel Amont. Mais je suis très ému d'entendre ce que dit Mathias, parce que, bon, on est très proches, on se dit plein de choses. On peut être très proche sans se parler beaucoup. tant que ça. Cela dit, on s'engueule aussi, bien sûr, heureusement. Ah bah bien sûr. On s'engueule, on échange beaucoup. Moi, je suis très attaché à la famille. J'ai eu un papa et une maman exceptionnels. Et bon, les deux enfants que j'ai eus avant de connaître Marlène, la mère de Mathias et Romélie, j'ai eu une vie suffisamment agitée pour être un petit peu moins proche que je ne l'aurais souhaité de mes deux enfants que j'ai eus précédemment. Et là, quand même, j'ai décidé que parfois je sacrifierais certains aspects de ma carrière pour être un peu plus souvent auprès de mes enfants. J'ai pas été présent en permanence, mais on les amenait en tournée, on les amenait en croisière, quand je chantais sur les bateaux, quand j'ai été la vedette invitée de la Semaine française de Tokyo, on les a amenés, on s'est arrêté sur la muraille de Chine. Voilà, ils ont eu quand même un papa suffisamment présent pour pouvoir se faire une petite idée. Alors, dans ce livre, Marcel Amont, vous parlez de vos propres parents. Mathias, qu'est-ce que vous pensez de découvrir que vos grands-parents, d'abord, ils vivaient dans la terre, ils apprenaient l'agriculture, et votre grand-mère écrivait des pages d'orthographe pour ne pas faire pour ne pas faire trop de fautes. Mais moi, je suis très ému quand je redécouvre à chaque fois la vie de mes aïeux. C'est une grande leçon d'humilité. Et je crois que vu que papa a quand même bien réussi dans la vie,
quand on est comme ça dans un milieu bourgeois, avoir été élevé par quelqu'un qui a fait le lien entre ces générations-là qui ont eu des vies très difficiles et la mienne, c'est des leçons de vie importantes pour moi. J'y pense souvent. Ouais. Oui, mais surtout, vous avez découvert, Marcel Amont, je crois, les lettres de vos parents et ça vous a beaucoup ému. Oui, vous voyez, je ne vais pas vous faire un numéro là, mais c'est vrai que, bon, papa et maman, jusqu'au moment où ils ont été scolarisés à l'école de Jules Ferry, et ils ne parlaient pas français, ils parlaient leur dialecte. Les petits paysans béarnais, comme dans beaucoup d'autres pays, en Corse, en Alsace, en Bretagne, ou au Pays Basque, ils parlaient leur dialecte et ils apprenaient le français à l'école laïque. Bon. Et un jour, j'étais en tournée et mes parents travaillaient encore, ils n'étaient pas à la retraite, j'étais en tournée et ils me donnent j'avais les clés pour pouvoir entrer chez eux et je vois l'écriture de ma mère, ce que vous venez de raconter, avec des signatures, Chateaubriand, Flaubert. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait elle qui n'est pas beaucoup allée à l'école, et quand elle rentre, je lui dis, alors qu'est-ce que c'est ça? Tu travailles la littérature? Elle rougit comme une première communiante. Elle me dit, tu sais, moi je ne suis pas beaucoup allée à l'école. J'ai un examen pour devenir infirmière d'État. Sur le pratique, ça va, les transfusions, tout ça, je connais, on s'entraîne avec mes copines. Mais il va y avoir un écrit. Et comme je fais beaucoup de fautes d'orthographe, papa, tous les soirs, me fait faire une dictée. C'est pas beau, ça? Oui. C'est pas beau, ça? C'est magnifique. Alors, justement, aussi, on découvre combien dans votre jeunesse et vos jeunes années, on chantait beaucoup. Et ça, Mathias Miramont, c'est peut-être quelque chose qu'on regrette aujourd'hui. On ne chante plus autant que jadis. Et on en parlait d'ailleurs récemment quand papa me raconte encore quand il monte à Paris, comme il dit, dans les années 50, à quel point Paris était truffé de cabarets et de gens qui chantaient. Maintenant, finalement, la musique est un petit peu enfermée dans des lieux, mais il n'y a plus cette vie, en effet, dans les rues, qui raconte très bien dans son dernier spectacle. D'ailleurs, j'en profite pour dans des lieux, Mathias, et dans des casques. Quand je vois tous ces gens dans leurs bulles... Oui, voilà, mais ce sont des bulles, il y a plus... Oh là là. Alors que vous avez connu les rues où on chantait, et vous évoquez dans ce livre des chansons que vous affectionnez, comme cette chanson de Jean Sablon, sur le pont d'Avignon, mais en swing. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon. Ah, je vous vois danser tous les deux, Mathias, ça vous touche. Jean Sablon, il est totalement oublié, hélas, aujourd'hui. Ah non, moi, Jean Sablon, au niveau de la voix, moi qui aime beaucoup la bossa nova, les choses comme ça, l'arrivée du le maître micro de la bossa nova. Et le velouté de voix comme Jean Sablon qui chante pour le micro, pour l'oreille directement, moi, j'aime beaucoup Jean Sablon. Mais vous n'êtes pas le seul. Et d'ailleurs, il a été le premier à utiliser un micro en 1934. Pas le premier, mais l'un des premiers. Alors, il paraît que France, le premier. Dans le Midi, où on aime les belles voix, il paraît qu'il y a des gens qui faisaient « Oh, le mime !» Oui, et on le surnommait le caleçon long, justement. mais ça fait partie, vous, des gens que vous affectionnez, des rythmes que vous affectionnez, Marcel Amont? Henri Salvador. Henri était un admirateur passionné de Jean Sablon. Ah oui, il a apporté quelque chose de nouveau. Il avait été élevé dans la musique. Son père, je crois, était chef d'orchestre. Voilà. Hein. Et ça a été Trenet aussi, mais Trenet, je ne sais pas quel était le plus âgé des deux, mais il y a eu ce grand raz-de-marée, mais cette grande vague du swing qui est venue des États-Unis, et ça pour la bonne cause, oui, vraiment. Mais Jean Sablon a chanté une des premières chansons de Trenet, Vous qui passez sans me voir, oui. Qu'il avait écrit avec Johnny S. Oui, en 1935. Oui, monsieur. Voilà. Oui, monsieur. Et puis, un autre chanteur que vous citez, alors là, ça m'étonne parce que je me demande si Mathias le connaît, c'est Georges Hulmer avec Un monsieur attendait. Ah, monsieur attendait au café du Palais, devant d'un du bonnet, la femme qu'il aimait, la pendule. Vous connaissiez Georges Hulmer, Mathias Miramont? Je connais uniquement parce qu'en dit mon père. C'est vrai que je suis pas allé. Je crois pas que Georges Hulmer soit parvenu jusqu'à mes générations. D'abord, il a fait Pigalle, chanson énorme. Ce qui n'est pas sa meilleure, c'est la plus populaire, bien sûr, parce qu'on peut la reprendre. Mais sur scène, c'était un monument. Moi, c'est-à-dire que dès qu'il y a une dimension fantaisiste, si on n'a pas les images, c'est compliqué de se représenter ce que pouvait être Georges Hulmer. Ouais. Et je l'ai vu au Palladium de Londres. Il avait autant de succès qu'à Paris. Il avait du succès partout. Et c'est bien de transmettre justement la génération de Mathias, ce genre de choses. Aznavour m'a toujours dit que Georges Hulmer était son chanteur préféré. Mais c'est vrai. Et vous découvrez grâce à ça peut-être des chanteurs qui vous manquent aujourd'hui, parce que vous êtes musicien aussi, Mathias. Oui, bien sûr. Vous composez, je me souviens d'un album que vous aviez fait, Un conte pour enfants avec Emma Domas. Oh, moi, je ne sors de mon trou musical et artistique que pour des gens que j'aime et pour des projets. Mais
Je sais absolument pas ce que j'allais vous dire. C'est formidable. Vous avez fait un album, je crois, Un conte pour enfants avec Emma Domas, Oui. qui a bien marché. Je me souviens très bien de cet album. Vous aimez la musique, vous faites de la musique. Ah, bien sûr, moi, depuis que je suis tout petit. Mais moi, c'est plus l'art est plus pour moi de l'ordre de l'intime que du public, comme pour papa. Vous n'avez jamais écrit de chanson pour Marcel Amont? Si, bien sûr, pas écrit des textes, parce qu'il Des s'en musiques. sort très bien, mais Oui. des musiques, oui, bien sûr, Ah, c'est ben, arrivé. vous les connaissez pas, mais j'ai notamment 2 chansons que je chante dans mon spectacle que je viens de donner pendant quelques mois à l'Alhambra. Les musiques, c'est pas parce que c'est mon fils, parce que faire... non, ça mènerait à rien. Elles sont excellentes. Mais c'est gênant de dire ça, surtout dans un micro. Mais je vais pas dire le contraire non plus. Non, bien sûr. Alors moi, ce que vous racontez aussi dans ce livre, tous les deux, c'est le trou noir, la traversée du désert que vous avez connu pendant 23 ans. C'est-à-dire, pendant 23 ans, on n'a plus entendu parler de vous, vous étiez persona non grata à la radio, à la télé, vous êtes revenu aujourd'hui, mais il a fallu le vivre, ça. Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Heureusement que le monde est grand, et même dans la francophonie, il y a le Québec, il y a la Suisse, il y a la Belgique, il y a la province, il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que Paris. C'est vrai que pendant un moment, quoi que je sorte, j'ai été persona non grata, mais bien sûr, c'est certain ça. Mais heureusement, j'ai pu continuer à gagner ma vie, et ça, c'est une bénédiction. Parce Je que... trouve quand même que tout ça est très relatif, parce que je comprends du point de vue de papa, quand on a été à l'affiche aussi longtemps et qu'on est allé aussi haut quand même. Je comprends qu'après, des périodes d'activité moindres puissent ressembler à des traversées du désert. Mais moi, quand j'ai un petit peu évolué dans les milieux artistiques, 95% des artistes qui font ce métier aimeraient avoir les traversées du désert de Marcel Amont quand même. Hein. Oui. Les années 80 ont été très dures pour une raison culturelle, c'est-à-dire que même Eddie Mitchell et Johnny Hallyday, des grands artistes, étaient ringards dans les années 80. Donc les années 80 ont été dures à traverser pour tous ceux qui n'étaient pas à la mode et qui se retrouvent être aujourd'hui les artistes les plus démodés quand même. Mais à part ça, même moi petit et tout, papa quand même c'était les tournées, les croisières, les tours de chant. Encore petit, je pense qu'il devait faire une centaine de galas par an. Oui. Il y a beaucoup d'artistes qui aimeraient avoir des traversées du désert comme ça. Non, mais il a raison, disparu des médias, oui. Et bien, Voilà. Gainsbourg l'a très bien dit, il a dit un chanteur qu'on n'entend plus sur les médias est condamné à mort. Ben, si j'avais pas eu les quelques ressources dont on a parlé tout à l'heure, c'est vrai que je serais mort par asphyxie, ça c'est Et certain. puis la scène, il y a des artistes qui font 3 galas par an pendant 10 ans, ça n'a jamais été ton cas quand même. Ouais, non. Alors aujourd'hui, à 90 ans, vous continuez à chanter, vous faites des salles combles, vous partez en tournée le week-end. Est-ce que vous auriez imaginé ça, Marcel Amont? Mais bien sûr que non, ça c'est Mathias qui me l'a soufflé. Si le petit garçon que j'étais, même pas le débutant dans la chansonnette, mais allez, mettons l'adolescent, s'il avait rencontré le vieux monsieur de la chanson que je suis devenu, qu'est-ce qu'il lui aurait dit? Il aurait dit, ben, les contes de fées existent. Et le centenaire, alors? On verra, vous savez, c'est la surprise du chef. Comment? Là aussi, ça devient du lieu commun. Vieillir, être... voilà, là, il faut faire très attention à la façon dont je vais énoncer ces choses-là. C'est clair, c'est évident, c'est pas un scoop. Nous sommes tous promis à la mort. Bon, ça, si on le sait pas depuis le départ, c'est qu'on n'a pas compris l'essentiel. En revanche, dans quel état? C'est ça le grand problème du moment. Je me souviens toujours des discussions, des conversations qu'on avait avec mon ami Cavana. Il me disait, oui, bon, il faudra bien claquer un jour, d'accord, bon, mais finir comme un légume, alors ça, c'est ça qui nous fout la trouille à tous. Écoutez, pour l'instant, vous êtes en pleine forme et je recommande à celles et ceux qui nous écoutent de lire ce livre à 4 mains, Marcel Amont et Mathias Miramont, les coulisses de ma vie chez Flammarion. Continuez votre carrière et Mathias, continuez à veiller sur votre père pour que dans 10 ans, il soit encore avec nous sur scène. Avec plaisir, merci beaucoup Jacques. Merci Marcel Amont et à très vite. Salut Jacques, au revoir à tous. Dans quelques instants, Brigitte Lahaye, comme tous les jours, et nous on se retrouve demain à 13h pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.